Nous allons maintenant écouter Madame la professeure Paolo Gaëtan qui va traiter de la concurrence du juge pénal international. Merci. Et bien sûr, je remercie Muriel pour avoir organisé ce beau colloque, mais tu n'es pas arrivé à mettre le soleil, malheureusement, mais merci pour m'avoir invité. Tous nos invités hier a abordé la question de la concurrence sur l'aspect personnel en nous demandant le pour qui et par qui et pour qui le droit de punir est exercé. Et ça m'amène alors à dire quelques mots sur le par qui. Même si je dois parler du juge international, alors la réponse peut être évidente. Mais nous savons que face à l'hétérogénéité des tribunaux pénaux qui ont été constitués par voie de traité ou autres instruments internationaux, la réponse sur la nature véritablement internationale n'est pas aussi évidente. Par exemple, à l'époque du tribunal de Nuremberg, il y avait quelqu'un qui a dit que ce n'était pas un tribunal international, mais c'était un organe commun des États, des puissances alliées. Et aujourd'hui, la question se pose surtout pour les tribunaux qui nous appelons mixtes ou hybrides. Dans quel cas ces tribunaux sont des véritables tribunaux internationaux? Par exemple, la Cour spéciale pour la Sierra Leone n'a pas hésité à se dénommer comme tribunal véritablement international, ça pour rejeter l'exception de violation des immunités du président de la Libérie, Charles Taylor, au moment de l'émanation du mandat d'arrêt et de l'acte d'accusation contre lui. Alors, la nature internationale ou pas d'un tribunal, d'un organe, est fortement importante, pas seulement au niveau théorique, mais parce qu'elle peut amener à certaines conséquences sur le plan, par exemple, des immunités. Parce que pour la Cour spéciale, les immunités personnelles s'appliquaient dans les relations entre les États et ne s'appliquaient pas au niveau supranational ou international. La deuxième question concerne le pour qui. Alors là, je ne sais pas si c'est ma mauvaise connaissance du français. Pour moi, pour qui peut signifier deux choses, c'est-à-dire par le compte de qui, et pour qui, c'est-à-dire contre qui. Alors pour par le compte de qui, là la question se pose de s'interroger sur le fondement même de la justice pénale internationale et des tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés pour la servir. Et je pense qu'il faut distinguer les deux notions, parce que je pense que pour compte de qui, ça donnait une réponse peut-être différente. Alors, si nous parlons de la justice pénale internationale, on peut voir que la justice pénale internationale est un système d'abord de valeurs, de règles, qui ont été créés pour établir peut-être une communauté internationale. Alors, c'est un système de valeurs et de règles à vocation communautaire. Alors, quand la justice pénale internationale est exercée, on peut dire qu'elle est exercée par le compte de la communauté internationale. Et n'importe pas vraiment quel juge va l'exercer. Alors, selon cette perspective, on pourrait dire que même le juge interne, quand il exerce sa propre compétence en matière de crimes internationaux, peut-être il exerce cette compétence par le compte de la communauté internationale. Mais les choses changent si nous regardons de près les tribunaux pénaux internationaux qui ont été créés. Et si nous regardons par exemple aux traités, aux instruments qui ont créé ces tribunaux, peut-être pas forcément on va dire qu'elle a été créée par le compte de la communauté internationale, cette entité amorphe qui existe au contour indéterminé. Par exemple, on pourrait dire bien sûr que les tribunaux militaires de l'après-guerre mondiale ont été créés par le compte des vainqueurs, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda était créé pour le compte du Conseil de sécurité, et la Cour pénale internationale pour le compte des États parties, même si les États partis ont laissé une large marge de manœuvre au Conseil de sécurité. Et après, si nous allons regarder de près la pratique de ces tribunaux, la sélection des cas, les enquêtes, etc., alors peut-être on peut avoir encore plus de doutes qui vont exercer vraiment la justice pénale, leur juridiction par le compte de la communauté internationale, parce qu'ils peuvent être aperçus comme pas vraiment impartiels par les regroupements humains intéressés. Alors, par exemple, on sait très bien que le TP grec était critiqué pour n'avoir pas ouvert des enquêtes sur les crimes commis par l'OTAN pendant le bombardement en Serbie.
ce qui n'a pas plu, bien sûr, aux Serbes. Le TPR n'a pas investigué que des Hutus, et ça qui n'a pas plu peut-être, bien sûr, il n'a pas investigué des Tutsis. Et la même chose, on pourrait dire pour les critiques qui sont soulevées au regard de la Cour pénale internationale, qui a été accusée de se focaliser surtout sur les pays africains qui avaient eux-mêmes déclenché la compétence de la Cour, mais la Cour semble n'avoir jusqu'à maintenant, parce que le procureur a changé un peu sa stratégie, de se focaliser sur l'Afrique. Alors, je pense que cette question est fortement difficile à répondre, de dire par compte de qui les tribunaux ont été créés. Et sur le contre qui, ben, nous savons très bien que les tribunaux pénaux internationaux ont été créés pour juger les personnes physiques. Il y a quelques exceptions, notamment dans le statut de la Cour pénale internationale, les mineurs, les personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission de crime ne sont pas sujetties à la juridiction de la Cour. Et pour le crime d'agression, c'est un crime qui peut être commis par des leaders, et alors il y a une certaine limitation. Mais à part ça, ce sont que des personnes physiques. Et nous savons bien que la question s'est posée de soumettre à la juridiction de la Cour pénale internationale aussi les personnes morales, mais que la question a été mise à côté, surtout par la volonté de la France, apparemment, avec toute une série d'argumentaires. Mais la chose était bien fort critiquée, parce que si nous regardons à la nature des crimes internationaux, on sait que ce sont des crimes de nature systématique, et souvent, il y a des entités derrière qui permettent la commission de ces crimes. Alors, l'exclusion des personnes morales a été vue comme pas forcément le meilleur choix par certains commentateurs. Mais pour ce qui concerne les personnes physiques, nous savons que, en principe, alors, il n'y a pas de distinction entre le niveau, le rang des personnes physiques qui peuvent être accusées de crimes internationaux devant les tribunaux pénaux. Et la Cour pénale, mais avant aussi le tribunal pénal pour le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et Rwanda, se sont concentrés sur les autres responsables, bien sûr à cause des ressources financières limitées. Et peut-être pour leur rôle, ils ont décidé de se focaliser sur les personnes les plus responsables, les plus autres responsables pour ces crimes. Ça a amené, par exemple, le procureur de la Cour pénale à décider de ne pas ouvrir des enquêtes sur les crimes commis par les ressortissants des États parties, des Occidentaux, qui ont rejoint l'État islamique et se sont peut-être rendus responsables de crimes d'une grande gravité, sur l'idée que justement ces ressortissants occidentaux n'avaient pas un statut de rang élevé dans l'organisation de l'État islamique. Et alors, la justification qui était donnée par la procureure, c'est de ne pas se focaliser sur ce personnage, sur ces crimes. Mais si on va se concentrer sur les personnes qui sont les plus hautes responsables, et si ces autres responsables sont au pouvoir, sont actuellement au pouvoir dans l'État, on voit bien que l'activité de la Cour va à l'encontre d'énormes difficultés. Et l'affaire al-Bashir et l'affaire Kenyatta l'ont bien démontré. Ce sont des difficultés énormes et beaucoup de conséquences politiques majeures peuvent découler de l'ouverture des enquêtes contre des personnes actuellement au pouvoir. Alors, on n'est pas peut-être une surprise que la Cour a décidé, dans la majorité des cas, de se concentrer sur des enquêtes contre des personnages qui sont moins un risque mineur de déclencher des problèmes politiques, et c'est-à-dire les membres des groupes armés non étatiques et des personnes qui ont quitté le pouvoir. Et ça, c'est en tout cas une critique, parce que la lutte contre l'impunité devrait être une lutte peut-être contre l'impunité de personnes qui ont mineure chance d'être poursuivies au niveau national, et la Cour devait peut-être se focaliser sur ces personnes-là. Maintenant, je passe, pour dernier point, à la question de la concurrence. J'ai bien apprécié l'intervention de Marc Ancelin, qui fait référence à la concurrence, soit comme concurrence sans
comme tu as dit, sans concurrence, sans concurrence. Non, une chose comme ça, tu as dit. Concurrence sans compétition, hein, sans antagonisme, voilà. Et quand on voit les règles sur la concurrence entre le juge international et le juge national, bien sûr, on va voir qui peut-être sont inspirés à l'idée. Pour ce qui concerne peut-être la question de principe, à concurrence sans antagonisme, c'était comme ça qu'il s'était conçu. Par exemple, l'idée de la primauté des tribunaux pénaux internationaux était, dans le mot du secrétaire général, était conçue pour établir une hiérarchie, une hiérarchie juridictionnelle pour encourager les poursuites nationales, mais établir de manière exceptionnelle la supériorité des tribunaux pénaux. Alors, c'était un peu l'idée d'une concurrence sans antagonisme. Et en fait, les tribunaux pénaux ont pas vraiment exercé dans beaucoup de cas leur primauté. Dans la majorité des cas, je pense, il n'y a pas de statistiques disponibles sur le site des tribunaux, mais j'ai compté à peu près une vingtaine entre le TPY et le TPR de cas où les tribunaux ont exercé leur primauté. 20 cas, ce n'est pas vraiment beaucoup dans la totalité des affaires. Hein. Par contre, dans le cas de la complémentarité de la Cour pénale internationale, aussi là, je pense, était conçu comme concurrence sans antagonisme. Parce que l'idée, c'était de pousser les États parties à exercer leur droit de punir, si pas même l'obligation de punir les crimes internationaux. Mais la Cour a donné une interprétation, je pense, antagoniste de l'idée de la complémentarité, parce que vraiment, elle a interprété l'article 17 du statut de Rome d'une manière tellement étroite et restrictive, qu'en fait, l'État national se trouve à devoir justifier devant la Cour le pourquoi il a commencé les investigations pénales. Bref, la Cour a dit que c'est difficile de résumer en 2 mots la jurisprudence de la Cour, mais la Cour a dit que l'affaire est recevable devant la Cour pénale si, au niveau national, l'affaire n'est pas exactement le même, c'est-à-dire concerne la même personne et le même comportement. Et le même comportement, selon la Cour, signifie substantiellement les mêmes faits. Alors, comme vous voyez, s'il n'y a pas une sorte d'identité entre l'affaire devant la Cour et l'affaire nationale, la Cour va déclarer l'affaire recevable devant la Cour et va alors demander l'arrestation et le transfert du soupçonné à la Cour. Et en plus, pour démontrer l'existence de poursuites et enquêtes nationales, la Cour demande à l'État qui exercent sa propre compétence, de démontrer que les enquêtes nationales, je vais utiliser les mots, que les enquêtes nationales sont conduites de façon progressive, efficace, et je ne me souviens pas maintenant, je ne trouve pas les 3 critères, mais bref, il s'agit vraiment d'une preuve très élevée que l'État national doit donner pour démontrer que ces enquêtes nationales progressent de façon voulue par le bureau du procureur. Alors, cette interprétation de concurrence avec une sorte d'antagonisme ne plaît pas aux États intéressés parce qu'ils se voient dépourvus de leur droit de punir. Et ça nous interroge alors sur dans quelle mesure la Cour pénale internationale a interprété son rôle dans le système de justice pénale internationale qui, bien sûr, compte aussi sur l'État partie. Comme vous voyez, j'ai fait peut-être je montre que je suis un peu critique sur le rôle du juge international. Je pense que je fais des critiques parce que j'aime bien l'idée de la justice pénale internationale, alors j'aime bien la critiquer pour voir cette justice peut-être devenir un peu mieux. C'est que je fais quelquefois avec mon mari aussi, je le critique trop. Mais je pense qu'il ne faut pas... il ne faut pas penser que pour les critiques, il faut jeter, comme je dis, le bébé avec l'eau du bain. Il faut continuer à travailler dur pour faire de la justice pénale internationale vraiment un véritable succès de notre temps. Merci.
Merci beaucoup, Madame la professeure. Je vous écoutais avec d'autant plus attention par rapport à vos critiques. Je sais que vous avez travaillé pour le TPY. Et donc, mais maintenant, vous me rassurez que c'est juste par amour de cette que vous l'avez critiqué. Merci.